Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous sommes en deuil. En deuil pour nos frères humains qu'on broie. Pour les enfants sortis des décombres, les yeux béants d'épouvante. Pour ces peuples qu'on disperse et qu'on réduit en mendiants, sur lesquels on déverse des milliers de tonnes de feu et d'acier. Pour ces hommes et ces femmes qui ont pris les chemins amers de l'exil, qui errent et se noient, qui sont parqués dans des camps infâmes, qui ne savent pas, qui ne savent plus où ils vont, dont la patrie a été déchiquetée, dont certains vendent leurs fillettes à des charognards libidineux pour un toit, pour des provisions, pour des papiers. Nous sommes en deuil pour cette humanité qui n'est plus, qui ne sait plus aimer, qui ne sait plus compatir, encore moins se porter au secours des opprimés. Nous sommes en deuil. Et c'est le moins que nous puissions faire. Nous sommes en deuil et nous avons honte. Et dire qu'un jour, nous avons vibré d'allégresse quand les peuples sont descendus dans la rue en chantant leur rêve de liberté, quand ils clamaient ce très beau leitmotiv, Selmiya, Selmiya. Le vent du printemps avait soufflé sur des peuples qui macéraient dans des dictatures immémorielles, qui étaient passés des atrocités des croisades à celles des colonialismes, puis après une promesse furtive d'indépendance, à la férule atroce de despotes impitoyables, pire que le pire des occupants. Oui, les peuples avaient macéré sous les plus mortifères régimes, enrobés de prétextes idéologiques tonitruants, de panarabisme creux, de socialisme menteur, de cité islamique mythique et mystifiée. Et lorsque souffla le vent du printemps, nous crûmes que le temps des peuples était arrivé. C'était compté sont les forces noires, sont les capacités de la contre-révolution qui nichaient naturellement dans les plis mêmes des systèmes. C'était compté sont les ressorts réactionnaires des régimes qui avaient phagocyté nos sociétés et qui les avaient vidées de leurs forces vives. Et ainsi, hormis la Tunisie, qui semble avoir pris de court les habituels gestionnaires de la planète, et qui a réussi à échapper un tant soit peu au rouleau compresseur de la contre-révolution, tous les autres pays qui ont connu ce que nous pensions être le printemps des peuples ont été plongés dans l'horreur. À un point où beaucoup ont regretté, oui, ils ont regretté les despotes qu'ils ont chassés ou qu'ils ont tenté de chasser. Une issue, somme toute, prévisible. D'abord parce que les régimes dictatoriaux de nos contrées ont ceci de propre qu'ils ont installé une seule alternative. Eux ou le chaos. Soit vous acceptez de vivre sous leur férule, soit vous vous retrouvez en enfer. Une imparable martingale. Et ensuite, et surtout, parce que les premiers effets de surprise passés, les forces noires ont vite repris l'initiative. Elles ont tout aussitôt mis en place tout ce qu'il fallait pour reprendre le contrôle de la situation et remettre de l'ordre dans leur possession. Ces métairies lointaines à la tête desquelles elles avaient installé leurs domestiques, leurs fantoches qu'elles avaient attifées de livrées somptueuses. Mais la reprise en main ne fut pas facile, parce que la lame de fond a été d'une telle intensité que des équilibres avaient été rompus, que des stratégies des uns et des autres, pas toujours convergentes, se sont emparées de l'aubaine. Des combinaisons mortifères se sont naturellement mises en place au détriment des peuples. Mais qu'est-ce que les peuples? Et que valent leurs souffrances, voire même leur extermination, contre de si grandes
en jeu sont en jeu. Et c'est ainsi qu'en Libye, en Égypte, au Yémen, à Bahreïn, les aspirations à la liberté, à la dignité ont été dévoyées en dynamique djihadiste. Une curieuse synergie s'était mise en place par deux partis qui s'affrontaient pourtant, par peuples interposés. D'un côté, ces officines de l'international wahhabite qui a récupéré, adapté et mis en branle un discours djihadiste qui n'a d'autre réel objectif que d'accentuer le clivage sunnite-chiite qui a pour objectif lui-même de maintenir la division entre musulmans. Et de l'autre, une internationale chiite qui est le pendant de la première et qui cherche par tout moyen, à son tour, à profiter de la sanglante conjoncture pour gagner du terrain. Les deux dynamiques, aussi mortelles l'une que l'autre, ont malheureusement réussi à brouiller les cartes, à semer la confusion au sein des peuples, y compris parmi les plus progressistes et les plus sincères, y compris parmi les élites véritables. Une aubaine pour les régimes contestés et partout où les peuples s'étaient dressés contre le despote, des stratégies chafouines furent ébranlées, mises en branle. En Égypte, ce fut le carnage des frères musulmans. Le président Morsi, pourtant démocratiquement élu, fut renversé par un putsch, sous les applaudissements des élites censées être les plus démocratiques. En Libye aussi, les djihadistes tombaient comme un cheveu dans la soupe et compromirent le processus de libération au point de faire regretter Kadhafi. En Syrie, ce fut pire que tout. Le régime de Bachar al-Assad allait tomber sans l'ombre d'un doute, malgré la terrifiante répression, malgré le pilonnage des villes par son aviation et celle des Russes, malgré les atrocités commises par ses shabbihas. Mais il allait vite trouver la panacée, aidé de façon objective par son supposé ennemi saoudien. Il se mit donc à la création de groupes djihadistes particulièrement visibles. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui a libéré les pires djihadistes qui étaient dans ces geôles. Il les a créés en ce sens qu'ils étaient très très productifs pour lui. Ces djihadistes qui publiaient des vidéos sur les atrocités qu'ils commettaient sur les populations. Et ainsi, du jour au lendemain, le boucher de Damas, fils du boucher de Hamma, devint-il, y compris aux yeux des Occidentaux qui dénonçaient ces exactions, le rempart de la civilisation contre la barbarie djihadiste. Bachar al-Assad a été sauvé par le gond des djihadistes. Ils furent et demeurent encore, à ce jour, ses alliés les plus précieux, ceux sans lesquels la Syrie serait déjà un pays libéré. Nous sommes en deuil. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Mohamed Amiri. Bonsoir. Bonsoir, journaliste et consultant en communication. Ahmed Darkan Zenli, citoyen d'Alep vivant à Paris, qui va arriver sous peu. Lama Attassi, secrétaire général du Front syrien. Merci d'être avec nous. Et depuis la Tunisie, nous aurons Reda Kaderli, chercheur en communication. Nous allons être galants, nous allons commencer par Lama. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous un peu quelles sont les nouvelles à Alep et partout en Syrie. C'est le chaos. Les civils sont entre deux feux, sont pris en otage. Le régime, comme vous l'avez bien expliqué, n'a pas laissé d'autre alternative que le terrorisme islamique en face de lui. D'ailleurs, il a nourri il a essayé de massacrer d'abord les modérés. Il a commencé par les modérés pour ne laisser face à un discours occidental qui diabolise tout ce qui est musulman, bien entendu, à juste titre par moment.
Oui. On ne peut pas non plus leur reprocher de réclamer les droits de l'homme aux sociétés musulmanes. On ne peut pas reprocher ça à l'Occident. Donc le régime de Assad est très intelligent, très manipulateur. Il a su, comme vous l'avez dit, il a commencé par libérer de ses prisons les Al-Qaïda. Donc il les a mis directement sur le front en face pour qu'ils manipulent bien. Enfin, disons, il a manipulé toute l'opposition depuis le départ. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation chaotique où le peuple est pris en otage entre deux feux. Mais au début, moi je me rappelle, excusez-moi de vous interrompre, les premiers jours du soulèvement, je me rappelle de ces foules un peu partout dans les villes de... Ça avait commencé dans quelle ville déjà? Homs. Ah non, Daraa. Ça a commencé par les enfants de Daraa, voilà. au départ. Voilà. Je suis de Après, Homs, donc excusez-moi, oui, je ne suis pas objective là. Oui. Mais Homs, c'est vrai que c'était Exact. la capitale de la révolution à un Et moment. les gens sortaient dans la rue Sortaient au très cri pacifiquement. de Selmiya. Ils étaient tous, c'était des jeunes étudiants. Des jeunes. C'était des jeunes qui n'avaient aucun discours religieux. Oui. Qui étaient vraiment, il y avait beaucoup de chrétiens. Les premiers victimes étaient des chrétiens. Donc ce n'était absolument pas confessionnel, mais le régime a réussi Et en plus, à les gens étaient moi j'avais l'impression qu'ils étaient heureux de pouvoir exprimer leur contestation. Bien Et sûr. malgré la répression, ça a duré quasiment pendant des mois. Oui, Et puis d'un coup, comme sorti du chapeau, très tôt, il a commencé à s'attaquer, l'armée syrienne, malheureusement, a très vite commencé à s'attaquer au peuple avec des armes. Oui. Donc, ils ont commencé à tuer les manifestants. Ça a commencé comme ça. Et c'est là que nous avons fait l'erreur, nous, dans l'opposition, de porter les armes. Et c'était une erreur. Mais après, les gens n'ont pas eu tellement le choix, parce que, y Quelque compris part, ceux oui. qui ont versé C'est ce dans qu'on le disait. djihadisme. Moi, j'étais Vous savez, porte-parole quand de on l'armée tue, syrienne. quand Oui, j'étais porte-parole de l'armée syrienne libre entre 2011 et 2012. Et c'est vrai que nous n'avons pas eu le choix. C'était une self-défense. Il fallait se défendre. Mais aujourd'hui, avec du recul, je pense que ce n'était pas la solution. Il fallait se laisser tuer sans réagir, massacrer comme ça, en gros et au détail. Il y avait la guerre médiatique. C'est vrai qu'Assad n'a pas laissé les médias accéder. Nous avions pu, malgré tout, filmer avec des portables, etc. Et je pense que ça n'a servi à rien de porter les armes. Moi, j'étais pour encourager plutôt les colonels de l'armée syrienne à déserter. C'était une méthode très intelligente, mais tant qu'on n'avait pas les moyens de former une véritable armée syrienne libre, organisée, pas des milices, et sans être sous la coupe des petits émirs du Qatar et de l'Arabie saoudite, je suis désolée, mais l'ingérence dans les affaires syriennes, du fait qu'on avait besoin de leur aide financière, c'est-à-dire il y avait eu besoin de leur aide financière, ça nous a coûté très cher. Je pense qu'il fallait qu'on reste pacifique, il fallait pas, pour être crédible, pour garder notre légitimité, nos revendications sont légitimes. Toutes nos revendications concernant les droits de l'homme, la démocratie, ce sont des revendications légitimes. Personne ne pourra dire à un Syrien « tu n'as pas le droit de réclamer ce que tu réclames au régime ». Par contre, à partir du moment où c'est devenu islamisé, où on commençait à voiler les petites filles, à avoir cet extrémisme dans la pratique de l'islam, là, on a perdu notre crédibilité. Hamd Ameri. C'est très intéressant ce qui vient d'être dit, parce qu'on sait qu'il y a une tradition chez les Assad de la répression des opposants politiques ou même des dissidences populaires. Il y a une tradition de violence dans la répression, et elle s'est traduite une fois de plus par le fils. Le père nous avait aussi habitués à ce genre d'exaction. Et c'est très vrai que face à l'armée syrienne, il était très difficile d'opter pour une solution militaire, une armée syrienne libre. Je pense que c'est sur le plan diplomatique, de façon évidente, que les choses auraient pu se régler, c'est-à-dire une issue politique à la crise, puisqu'on l'a constaté, le fait que les armes aient fait leur apparition même dans l'opposition. On a un tas de groupes comme ça qui sont venus se greffer, qui sont venus d'Iran, qui sont venus d'Irak, qui sont venus du Kurdistan aussi. Et finalement, exactement, on est finalement dans une espèce de mélange comme ça, où on ne sait plus qui combat contre qui.
Et c'est le problème, c'est que diplomatiquement, les revendications qui sont tout à fait légitimes, de liberté, de démocratie, Bachar al-Assad, pendant 6 mois, au moment où il est arrivé au pouvoir, c'est ce qu'on avait appelé le printemps de Damas, avait un petit peu ouvert les vannes au débat populaire, politique. Il y avait un semblant de liberté qui a vite été stoppé. Mais moi, je pense qu'on était, et on reste aujourd'hui, une fois de plus, hein, même si on franchit un degré supplémentaire, dans la tradition assadienne, je dirais, de répression de l'opposition, quelle que soit sa forme. Cette dynamique de violence inhérente, hein, qui est un peu dans le disque dur d'Assad, Oui. elle n'a pas été un peu boostée, j'allais dire, par ce double phénomène de l'intrusion étrangère, de la manipulation d'un côté, le Hezbollah, qui débarque... Il n'y a pas que le Hezbollah, mais... oui, mais j'y viens, oui. entre autres. Hein. Oui. Le Hezbollah qui donc vient là au nom de, soi-disant, le progressisme, la lutte, l'axe antisioniste et tout et tout. Et de l'autre, tous ces bénévoles, ces volontaires qui arrivent au nom du djihad, du sunnisme et tout, et qui viennent, en quelque sorte, prendre tout le peuple syrien en otage, toute la résistance syrienne en otage, à tel point qu'on se dit... À qui profite le crime? Et force est de constater qu'il ne profite qu'à Assad. Parce que ces intrusions dans la scène, à un moment où c'était les Syriens qui essayaient de se libérer, oui, et qui se retrouvent 10 millions de réfugiés en Europe, est-ce que justement, vous voulez répondre? Oui. Je vous en prie. Je pense que vous donnez une grande dimension, plus grande que sa réalité à Assad. D'accord. Je vous choque peut-être. Non, mais dites-moi. Non, mais sérieusement. Vous savez certainement mieux que moi. Le conflit syrien n'est plus un conflit syrien. C'est un conflit régional et international sur le sol syrien. Le peuple est pris en otage, c'est vrai. Nous avons eu le défaut, nous les Syriens, de ne pas travailler l'unité nationale. On a une immaturité au niveau de la notion d'État en Syrie. Et ça, c'est parce que la Syrie elle-même est un pays jeune géographiquement, si on remonte à l'histoire, l'indépendance, etc. Le problème est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de lui donner une dimension, mais non, il n'est ni décisionnaire, ni rien du tout. Lui aussi, il est comme l'opposition, il est dans... C'est à lui que profite le crime. Pas seulement qu'à lui. Surtout à lui. Actuellement, oui, parce qu'il est soutenu, parce que l'opposition n'a pas su travailler un discours national. D'accord. Si demain, les Syriens arrivent à trouver un discours national interne, Assad est out. Mais toute ingérence est out. Est-ce que c'est possible? Moi, j'y crois. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, par exemple, que la minorité chrétienne, qui est devenue en quelque sorte l'allié objectif des Alaouites et de Assad, est-ce qu'elle pourrait se détacher de ce parrain non-dit? Alors, ce n'est pas pour défendre la communauté. D'abord, en Syrie, nous avons 26 communautés. Nous avons plusieurs sortes de chrétiens. Les chrétiens d'Orient, les orthodoxes, les catholiques, les maronites, enfin, catholiques roms, catholiques orthodoxes, enfin, grecs orthodoxes, enfin, un mélange pas possible. Nous avons des communautés assyriaques, aramiennes, nous avons plusieurs religions aussi, les yazidis, les ismaéliens, des religions qu'on ne connaît pas en Occident, oui, les alaouites, les druzes, plusieurs sortes de musulmans, donc, comme je viens de vous l'expliquer, plusieurs, voilà. C'est assez... Ça, c'est d'un point de vue confessionnel. D'un point de vue ethnique, nous avons les Kurdes, les Turkmènes, les Arabes, les Circassiens, les Araméniens, les Aramiens, toutes sortes aussi. Là aussi, on a une mosaïque d'appartenance ethnique non arabe. Donc, avec ce mélange-là, les chrétiens ne sont pas les alliés des Alaouites. Parce que, bien sûr que le régime, Hafez el-Assad, a voulu baser son régime sur le confessionnalisme pour dire que nous sommes face à la majorité musulmane sunnite. C'est pas qu'il l'a voulu, il l'a fait. Il l'a fait, mais ce n'était pas vrai. Parce que, quelque part, parmi les officiers qui le soutiennent, il y a des sunnites. Très peu. Non. Même parmi les gens qui le soutiennent, il y a des sunnites. Oui. On ne peut pas dire... Et il y a beaucoup de chrétiens. Et si on va au fond des choses, et si nous savons vraiment travailler un discours syrien, il faudrait s'adresser justement aux minorités, et ils sont, c'est-à-dire un chrétien, je ne sais pas, syrien, qui instruit logiquement, il a une culture qui n'accepte pas la terreur. Mais il a peur. Quand on lui met en face quelqu'un qui lui dit c'est la charia, demain, tu vas avoir droit à la charia et tu es et la constitution syrienne, dès maintenant, de toute façon, elle n'est pas laïque, la constitution syrienne, tu ne peux être président dans ton pays et tu ne peux avoir aucun droit. Tu
tu portes cette nationalité, tu portes ce passeport, mais tu n'as aucun droit politique dans ce pays. Et ça, c'est l'opposition. Ça, c'était le discours de l'opposition. Il faut que tu acceptes le rôle. Est-ce que le régime d'Assad, au cours des décennies, depuis que Assad père était à la tête de ce pays, est-ce qu'il n'avait pas mis en place un système de cooptation? Je vous donne un exemple. On m'a raconté que, par exemple, pour l'examen du bac, c'était au pourcentage, que les Alaouites avaient la plus grosse part, que les chrétiens étaient en deuxième position, et que les officiers, par exemple, que les médecins... Je suis pour qu'on dise les réalités, pour qu'on soit crédible. Non, mais je voudrais que vous nous éclairiez. Moi, je vous dis ce qu'il en est et vous me dites alors, si c'est vrai ou pas. malheureusement, chacun des deux camps exagère la situation. Et à force d'exagérer, je pense que nous sommes plus crédibles, ni dans un sens, ni l'opposition. Et le régime, bien sûr, il n'a pas du tout de crédibilité, ça va de soi. Mais concrètement, mais quelque part non, il a pas tort, puisque lui, il a réussi à diaboliser l'opposition en disant que c'est tous des islamistes djihadistes, y compris moi par exemple. Et de l'autre côté, l'opposition, elle a diabolisé et elle a effacé tous les Alaouites, tous les chrétiens, tous les Alaouites et toute l'histoire du régime, parce que dans toute chose, il n'y a pas que du mauvais. Parfois, on peut trouver même dans le noir le plus absolu, on peut trouver une once il faut faire un bilan objectif. Je reviens à vous Mohamed Ameri, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'effectivement, il y a de nombreux acteurs aujourd'hui qui ont rejoint le conflit syrien, et c'est un conflit qui s'est complètement internationalisé. Mais quand on reprend les choses au début, Bachar el-Assad a une place très importante et une place centrale, notamment à travers la politique sécuritaire et l'armée, la puissance de l'armée et la place de l'armée dans son régime. On se rend compte à quel point est-ce que c'est lui qui a mené finalement la Syrie à ce qu'elle s'internationalise d'une certaine manière dans son conflit. Il y a une fuite en avant, il y a un jusqu'au-boutisme. Bachar el-Assad fait partie de ceux qui considèrent que la fin justifie les moyens, surtout quand on appartient à une minorité. Et quelle minorité, puisque il est alaouite, et puis je crois, corrigez-moi si je me trompe, que c'est autour des 12% de la population. Je refuse ce discours. Non, mais vous pouvez le refuser. Mais en tout cas, je le tiens. Vous avez le droit de le refuser, mais je le tiens. Il a fait plus de mal aux Alaouites que il a fait du mal. qui. Non, mais il a fait du mal à toute la Syrie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la place qu'on lui donne aujourd'hui, et d'ailleurs la communauté internationale aujourd'hui, Chine essaye à tout prix de le mettre dehors, et d'ailleurs ça traduit parfaitement l'échec de la politique française, qui a voulu à tout prix le départ de Bachar el-Assad. Mais le départ pourquoi? Le départ pour qui? Pour l'armée syrienne libre. Il n'y avait pas d'alternative. Oui, non, mais on ne sait pas qui est l'armée syrienne libre aujourd'hui. À une époque, on le savait. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Mais la place qu'occupe Bachar el-Assad dans ce conflit est essentielle. Si demain, il doit partir, on sait très bien que c'est le chaos qui attend la Syrie. Il est donc quasi incontournable. Il y a une issue politique qu'il faut trouver à ce conflit, c'est une évidence. Surtout que la communauté internationale s'est invitée depuis quelque temps, les Américains et les Russes. C'est d'une certaine manière un conflit par procuration. C'est à cet endroit-là qui se livre une vraie guerre, notamment la Syrie qui retrouve de l'impérialisme et de la puissance en tenant un petit peu les cordes du conflit parce qu'elle s'est associée au régime de Bachar el-Assad. Il y a une question qui taraude un peu tout le monde. Personne ne lui trouve d'explication, si ce n'est celle de l'émotion peut-être ou de la manipulation. Pourquoi la plupart des progressistes aujourd'hui, de ceux qui sont à gauche, qui se considèrent un peu dans le progrès, dans le développement, dans la démocratie, dans l'esprit de la République, pourquoi sont-ils tous devenus des alliés, j'allais dire, objectifs de Bachar el-Assad? Pourquoi considèrent-ils que ce monsieur est devenu le rempart de la démocratie contre la barbarie djihadiste? C'est un peu plus complexe. Je ne sais pas s'il est le rempart, mais en tout cas, ces progressistes-là considèrent, à juste titre, de mon point de vue, que la place de Bachar el-Assad est essentielle dans l'issue à ce conflit, qui est une issue qui doit être politique. Je pense qu'en termes de guerre et de mort, je crois qu'on a atteint des sommets qui sont assez effrayants. Au moins 300 000. Au moins 300 000 victimes. On est entre 300 et 500 000, je crois. Voilà. Donc, 10 millions de déplacés, de réfugiés. Un quart de la population syrienne. Je veux dire, le pays a été totalement fragmenté, totalement détruit, ce qui n'était pas le but au départ de la contestation. C'était plutôt le départ de Bachar el-Assad et une soif de liberté et de démocratie en Syrie. Aujourd'hui, quand on constate le résultat, on se rend compte à quel point est-ce que le pays a totalement implosé. Et l'issue politique dans ce conflit-là, de mon point de vue, est inévitable. Donc Bachar el-Assad aujourd'hui, il faut cesser
de répéter, comme l'a fait la France ces derniers mois, de dire que Bachar el-Assad doit partir pourquoi? Pour qui? À un moment donné, je crois que les images qu'on peut voir sur Internet, à la télévision, sont extrêmement effrayantes. Elles participent à l'opinion, finalement, de la communauté internationale, les gens qui sont à l'extérieur de tout ça. Et puis, c'est un phénomène qui est très nouveau, puisqu'aujourd'hui, avec l'avènement des smartphones et de la technologie, on a des personnes qui sont sur le terrain du conflit, qui sont victimes, à la limite, des bombardements, et qui se filment, et qui appellent à l'aide. Par le biais d'Internet, ça circule très vite. Et là, on entre dans une nouvelle ère. C'est plus l'ère des correspondants de guerre qui nous envoyaient quelques clichés de temps en temps. Là, on est branché directement en vie, en direct. On est branché aux victimes directement, même si certaines images sont effrayantes. Sont difficilement soutenables, finalement. On se rend compte à quel point est-ce que il y a une guerre dans la guerre. C'est la guerre de l'information, la guerre de la communication, puisque on sait qu'il y a plusieurs parties qui se bagarrent. On a l'axe Moscou, Téhéran, Damas, et puis on a les pays... et les uns et les autres ont tous deux appris à se servir de cet outil qui est la transmission Internet. Mais complètement. Pour chacun présenter à sa façon. C'est-à-dire que c'est devenu très confus. Je vais vous demander de... En tout cas, l'histoire nous éclairera par la suite, bien sûr, sur cette guerre de l'information. On aura tellement d'archives et de documents et de supports. Reda Kaderli, qui est avec nous depuis Tunis. Reda Kaderli, merci d'être avec nous. Tout le bonjour à tous vos éditeurs, à vos invités, et en train de suivre la discussion et le débat, et surtout sur le dernier point. Donc, je pense que il y a beaucoup de points à préciser. Allez-y, dites-nous votre sentiment. Alors, je vous laisse libre de vous exprimer comme vous le sentez. Oui. Mon nom c'est Reda Kazdagli, je suis expert en communication, et là de cet axe, je vais peut-être intervenir pour joindre un peu avec la dernière intervention relative au rôle de la communication et de l'information dans un sens peut-être de manipulation, de transmission de l'information, d'utilisation excessive, d'utilisation un peu une utilisation exagérée des outils surtout des outils des réseaux sociaux. Tout ceci se fait par un système de régime, un régime installé, un système de services professionnels qui mène cette guerre de l'information et qui font que les intellectuels, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de libéral, qu'ils soient de islamistes, deviennent un peu victimes de cette machination. On voit ceci. Mais excusez-moi, Reda Kaderli. Oui. Comment expliquez-vous que malgré, j'allais dire, le volume des images que nous recevons, leur atrocité, tout ce qu'elles nous montrent d'effroyable, comment expliquez-vous que malgré tout ça, ça n'arrive pas à faire bouger vraiment cet Occident qui est là, même pas en spectateur à la limite? Effectivement, je vais y arriver parce que réellement, nous sommes l'opinion publique, qu'elle soit une opinion publique intéressée, qu'elle soit une opinion publique silencieuse, est devenue un peu sous l'effet de l'information, et elle a été un peu amnésiée, c'est-à-dire qu'elle perd réaction, ce qui fait qu'on s'habitue maintenant à l'image du son, à l'image de l'atrocité de ce qu'on voit, de ce qui se passe à Alep. On s'habitue, on voit que c'est normal, c'est 300 000, 400 000, 500 000 victimes, oui, c'est normal, ça se voit. Donc, non, pardon, Reda Kaderli, il y a Mohamed Amiri qui veut vous répondre. Vous voulez peut-être lui répondre? Oui, quand vous dites... Oui, je n'ai pas encore terminé mon Oui, mais je vais vous rendre la parole, juste le temps. Oui. Que ces images sont inscrites dans la normalité et qu'aujourd'hui il est normal de voir du sang, etc. C'est faux. On voit effectivement l'émotion que ces images-là procurent.
dans le monde occidental et à travers le monde entier d'ailleurs. Et je ne pense pas qu'il y ait une normalisation ou une banalisation, en tout cas, du sang, de la guerre, des enfants ensevelis, des mères qui hurlent leur douleur et des pères qui versent des larmes de chagrin aussi. Ça non, ça c'est quelque chose à laquelle l'humain ne s'habituera jamais de toute façon. Donc c'est pour ça que je voulais réagir sur ce que vous disiez à l'instant. Je vous laisse poursuivre, Reda Kaderli. Oui, mesurons un peu l'impact de ces images. Si on prend l'exemple d'un pays tel que la Tunisie, si je prends un peu l'exemple de ce pays, pour voir la réaction de l'opinion publique par rapport à ces images. Maintenant, les gens, il y a eu un appel aujourd'hui, comme en France, aujourd'hui, la Tour Eiffel a été éteinte comme soutien à ce qui se passe à Alep. Aujourd'hui, il y a eu un appel à un sit-in devant l'ambassade russe. Eh ben, il y avait quelques personnes, c'est-à-dire le nombre était vraiment minime. Mais l'appel était très fort et la réaction très forte à travers les posts de Facebook. Donc, on se limite à justifier sa position en disant ceci est bon, ceci est mauvais. Donc, il n'y a pas réellement de réaction sur le terrain, de réaction politique, de réaction des leaders d'opinion des politiques. Ici en Tunisie, il n'y a eu qu'un seul communiqué qui a émané de l'Union générale des travailleurs tunisiens, de l'UJTT, qu'il soit pro Bachar ou contre Bachar, mais au moins il y a eu un seul communiqué. Il n'y a pas eu de communiqué des autres partis politiques. Donc, et pourquoi selon vous, Reda Kaderli, une telle indifférence, j'allais dire, pour parler vrai? Pourquoi une telle indifférence? Il me semble que c'est très grave. Nous sommes arrivés à une situation où on s'est habitué à des situations pareilles, à un Mohamed Dolla, à un enfant réfugié mort sur une plage, à des enfants tués, à des femmes violées, à du sang partout, à des situations et des scènes et des images d'exode collective. Moi, je pense que nous sommes à une situation un peu grave parce que on ne se limite pas à des communiqués d'appui et de soutien s'il n'y a pas réellement une réaction de terrain, s'il n'y a pas une position politique claire des partis, s'il n'y a pas un boycott réel des responsables de ce massacre et de cette honte à l'humanité qui se passe actuellement à Alep, qu'il n'y ait pas une lecture un peu disons, raffinée, trop culturelle, trop intellectuelle de la position ou de la réaction de Bachar el-Assad ou de la Russie ou de l'Iran ou de Reda Kaderli, merci beaucoup. Reda Kaderli, je suis obligé de vous interrompre, pardon, merci beaucoup. Ahmed Darkhanzani vient de nous rejoindre, c'est un citoyen d'Alep, citoyen syrien. Absolument. Vivant à Alep, qui vit à Paris. Absolument. Merci d'être avec nous. Je vous remercie. Excusez-moi ma voix. Vous avez trop crié? Vous avez été dans une manifestation? Nous avons lancé, au fait, une semaine de colère pour Alep, et ça fait une semaine que nous manifestons. Donc, excusez-moi, j'essaye de crier pour faire arriver ma voix vers vous. C'est tout à votre honneur. Et manifestement, ma voix ressemble un peu à la voix du peuple syrien, que personne n'entend. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais si vous permettez, si je peux vous expliquer un peu. Quand je suis rentré au studio et que j'ai entendu dire qu'il n'y a pas de solution que Bachar el-Assad, je ne peux pas admettre ça. On n'a pas dit ça, on a dit qu'il était incontournable pour la suite des événements. Le monsieur, il exprimait que à peu près qu'il n'y a pas de solution. Parce que s'il n'y a pas Bachar el-Assad, il y a le déluge. Je vais vous expliquer quelque chose. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Attendez que je termine. Allez-y, terminez. Tous les régimes, tous les dictateurs du monde, surtout en Syrie. En Syrie, c'est 23 millions d'habitants. C'est 17 services de renseignement. Ça ne suffit pas. Quand ils sont en péril, ils essayent
de créer une alternance pire qu'eux. Et là, je veux parler de Daesh et de Al-Nusra. C'est la créature des services de renseignement iraniens, irakiens. Qui est-ce qui a livré Mossoul à Daesh? C'est El-Malki. C'est pas moi seulement qui le dis. C'est une commission de parlementaires irakiens. Et tout d'un coup, on n'entend plus parler. C'est l'allié de Bachar al-Assad. C'est l'allié de Poutine et c'est l'allié des Iraniens. Donc, il crée le terrorisme pour mettre tout le monde face à un choix difficile, la peste ou la choléra. Face à un choix, au fait, il y a une troisième voie. Le peuple syrien est un peuple berceau de civilisation. Ma ville, Alep, hélas, c'est une ville qui est la première ville au monde, habitée au monde, la plus vieille ville habitée au monde. Ma ville d'Alep a été une terre d'accueil. Elle a accueilli les Arméniens, elle a accueilli les Grecs, elle a accueilli les Palestiniens, elle a accueilli les Irakiens, elle a accueilli les Libanais. Actuellement, c'est une ville martyre. Pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième force mondiale qui est la dictature de Poutine, qui impose. Au fait, il est entré en 2015 au nom de combattre le terrorisme que son allié Bachar al-Assad a créé, au nom de combattre Daesh. Je défie ici Poutine qu'il peut me donner si il a tué des Daesh plus de 300 personnes. Alors que nous avons recensé plus de 2000 victimes des avions et des bombes interdits par la Convention internationale des enfants et des femmes syriens qui reçoivent ça. L'allié de Bachar al-Assad et les alliés iraniens, ils utilisent toutes les armes pour mater la révolution syrienne. C'est ça la réalité. Il y a une alternance politique, mais ils ne veulent pas. Regardez les images. Quand on regarde les images, ils sont parlantes d'eux-mêmes. Ils veulent mater une révolution. Et c'est un message qu'on donne, un faux message, que l'arbitraire, la dictature peut gagner à la démocratie. Et c'est ce faux message que je refuse. Tous les Syriens, tous les hommes libres de toute nationalité. Hier, on était avec Amnesty International, on était 2000 personnes à Paris, on manifestait. Ils disaient Alep, la honte de l'humanité. Ça devrait aussi être la honte des politiques qui essayent de réhabiliter Bachar al-Assad. J'ai honte d'entendre Fillon, qui dit, au fait, il ne voit pas, M. Fillon, que Daesh et Bachar al-Assad. Il ne voit pas les 600 000 victimes, les 600 000 morts de la Syrie. Ahmed Darqanzali, moi j'ai une question à vous poser, que j'ai posée maintenant. Je n'ai pas encore eu de vraie réponse. Peut-être que vous en avez une. Comment pourriez-vous convaincre tous ces progressistes à travers le monde qui aujourd'hui considèrent que Bachar est le seul rempart contre les forces djihadistes, contre les forces takfiristes, etc. Comment pourriez-vous... Parce que eux, ils sont de bonne foi. Eux, ils pensent vraiment... C'est comme ça s'est passé en Algérie. Ils ont pensé que les généraux putschistes, janvieristes, étaient le seul rempart pour sauver la République. Si vous me donnez l'occasion de je vous l'explique. En fait, c'est une position dogmatique. Puisque, au début de la révolution syrienne, on a essayé de ternir l'image des alliés des révolutions syriennes. Puisqu'on nous a collé l'image que s'il y a un changement en Syrie, ça sera pro-Occident. Déjà, un premier élément. Le deuxième élément, des partis progressistes, nasseristes, j'ai eu des contacts avec eux. Ils ont été, depuis une dizaine d'années, subventionnés par ces régimes, ces militaires, en Algérie et en Syrie. Donc, ce n'est pas une position d'abord dogmatique. Tout ce qui est contre les Américains, eux, ils sont automatiquement contre, quel qu'il soit, même s'il y a 12 millions de morts. C'est ça nos partis de gauche, qui devraient écouter la voix du peuple et non pas autre chose et les intérêts et la voix de dogmatisme. Voilà. Quelqu'un pourrait répondre à Ahmed? Je pense que pour convaincre le monde, il faut qu'on garde une certaine cohérence. Ce qui fait défaut aujourd'hui à l'opposition syrienne,
même celle qui n'est pas pour un projet islamiste en Syrie ou un État islamique en Syrie, c'est l'incohérence. C'est l'incohérence du discours. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les progressistes du monde entier, on ne peut pas leur reprocher d'être de mauvaise foi ou d'être infidèles à leur combat pour les droits de l'homme dans le monde entier. Mais c'est à nous, les Syriens, de les convaincre de notre bonne foi, de notre légitimité et de notre cohérence surtout. Je me permets de vous interrompre. Et si demain le peuple syrien, dans sa majorité, opterait pour les islamistes? Comme ça s'est passé en Égypte, par exemple. Par exemple. Très belle question. Est-ce que vous accepteriez? Très belle question. Alors, je suis laïque. Et mon combat est pour un État laïque. Pourquoi? La Syrie est comme je vous l'ai dit au début, nous sommes un peuple de 26 communautés. Que ce soit, c'est ethno-confessionnel. Ce n'est pas seulement une question on ne peut pas dire que nous appartenons qu'au monde arabe ou qu'au monde islamique. Donc, si on parle de minorité et majorité, c'est-à-dire la démocratie n'est pas seulement une question d'urne. La démocratie, même en France, il faut que le parti politique légitime un candidat et après le peuple vote le candidat que... Alors, de la même manière, il faudrait que la démocratie en Syrie soit non pas une démocratie de scrutin seulement, mais une démocratie où les minorités ethniques et où l'individu ait sa place, qu'il y ait la notion d'égalité et pas seulement de justice. Aujourd'hui, le discours de la Révolution a été celui de la justice et non pas de l'égalité. Et la laïcité est synonyme d'égalité. Ce n'est pas contre Dieu, ce n'est pas contre l'islam, c'est synonyme d'égalité. Cette notion d'égalité, il faudrait partir avec une idéologie pour faire une révolution. Il ne s'agit pas de dire « je veux me battre, je veux enlever ». Non, ça ne suffit pas. Et je crois que c'est ce discours de cohérence qu'on doit travailler, nous, les opposants syriens, fait défaut. Et ça nous rend moins forts. Voilà, ça nous rend... Je reviens à vous dans un moment. Mohamed Ameri, vous vouliez répondre? Oui, moi je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit, parce que je comprends l'émotion de monsieur et je la partage, pour tout vous dire. Ça ne vous autorise pas à transformer mes propos, puisque je n'ai jamais dit que Bachar el-Assad était la solution. J'ai dit que dans le processus politique de sortie de cette guerre-là, il doit être présent, et je le maintiens, c'est très important pour moi. Mais dans le même temps, on a une focalisation sur Alep et sur le conflit syrien qu'on n'a pas, par exemple, sur le conflit du Yémen. Donc je veux bien qu'on dise qu'on ne regarde pas vers la Syrie et qu'on ne prend pas suffisamment de temps et d'énergie sur cette question syrienne, mais il y a une question à quelques encablures de la Syrie qui est le Yémen, et là c'est le silence total sur le Yémen. C'est une coalition arabe qui bombarde des enfants, des femmes et des vieillards de la même manière qu'en Syrie. Par contre, on n'en parle pas. Donc je crois que la question syrienne, on en parle. Ce sont des images qui circulent en permanence sur les réseaux sociaux, qui fait la une de tous les 20 heures. Donc la Syrie aujourd'hui est regardée par le monde entier, oui. Vous vouliez répondre, Ahmed Darkhanzali? D'abord à Lama, vous vouliez répondre. Répondre, oui. Au fait, on se présente démocrate. Auquel droit, au nom de quoi on dit c'est ça qui doit être en Syrie? C'est la démocratie. On est ici non pas des représentants pour le peuple syrien. C'est le peuple syrien qui est majeur. Ça veut dire que le peuple syrien peut décider de ne pas avoir la démocratie. Attendez. Vous allez avoir le droit de répondre. Nous sommes en démocratie autour de cette table. Je ne comprends pas sa question. Je ne comprends pas ce qu'il dit. C'est pour ça. Il va vous dire. C'est ça. C'est une question. C'est pas du tout pour l'interrompre. Au nom de la démocratie, on voudrait imposer. On entend. Ah, il faut que ça soit laïque. Ah non, il faut que ça soit non laïque. Ah, bah oh. Oh non, c'est le peuple syrien. Vous savez qu'après l'indépendance, il y a la première démocratie dans le Moyen-Orient, c'était en Syrie. Les Syriens, ce sont des gens civilisés. On avait un parlement, on avait des votes, on sait comment voter. Et voilà. Donc, il faut faire confiance à ce peuple qui a été dominé par 50 ans de dictature. Moi, si je me permets de vous interrompre, si j'ai bien compris Lama, elle ne parle pas de démocratie, elle parle d'un cadre dans lequel tout le monde rentrerait. Ça veut dire des minorités. Au nom de quoi des minorités? On voudrait leur dire non, c'est la majorité qui a voté que vous allez vivre dans une république islamique. Mais personne... Alors qu'eux, ils ne sont pas musulmans, par exemple, absolument, entre autres. Absolument, mais personne ne dit ça, ce discours. Vous savez, s'il y a des élections libres en Syrie, et moi je sais de quoi je parle, les frères musulmans obtiendraient 10% maximum. Je vous garantis que c'est vrai. Mais avoir la rue syrienne aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, par désespoir, je vous ai écouté essayer
de faire comme moi. Écoutez-moi. D'accord, on vous écoute. Moi, quand je dis pourquoi ils ont 10%, même les frères musulmans, même l'islam en Syrie, dans les esprits des musulmans, c'est un islam, je dirais, laïque, paisible. Ce n'est pas un islam salafiste ou djihadiste. C'est un islam modéré. Ça, c'est l'histoire qui le dit. C'est pas moi. C'est l'histoire qui le dit. Mais le problème, c'est qu'on a levé le spectre de l'islam. Et ça aide, c'est ce que j'ai dit, ça aide les dictateurs. Après tout, le peuple syrien, 40% du peuple syrien est composé de minorités. D'accord? Oui. Donc ces gens-là ne voteront pas islamisme. Ne votent pas pour... Ils sont presque la moitié. Presque la moitié. Il y a l'autre moitié, ce sont des femmes. Pour une grande partie des femmes, ne voteront pas pour les frères musulmans. Donc, si on fait bien les calculs, je dis bien que les frères musulmans n'obtiendraient que 10%. C'est un prétexte qu'on secoue le spectre du méchant loup, du frère musulman, pour empêcher un transfert démocratique en Syrie, comme on l'a fait en Algérie, comme on l'a fait partout là où il y a les dictateurs. Alors, le peuple arabe est condamné de dire « Ah, il y a le grand méchant loup qui va arriver. » Ce que nous proposent nos amis, c'est de s'acclimater avec les dictateurs et rester encore... Je vais laisser Lama répondre, mais sinon, tout. moi j'aimerais vous rappeler quelque chose, c'est qu'en Égypte, les frères musulmans l'ont remporté démocratiquement. En Tunisie aussi. Qu'ils ont légiféré démocratiquement et qu'ils ont été chassés par un coup d'État et qu'ils ont été massacrés. C'est-à-dire pourquoi à chaque fois jeter la pierre aux islamistes à la limite. Mais sinon, si vous permettez, je vais répondre sur deux volets. L'un sur l'expérience des frères musulmans qui sera en deuxième lieu, mais au début je vais parler de la société syrienne. Notre crise actuelle en Syrie, en 6 ans, nous avons eu le temps de réfléchir. C'est une crise de la société syrienne, de l'État syrien. Ce n'est pas seulement une crise entre des minorités, le régime, les militaires, le fascisme de Assad, etc. Nous avons une crise au sein de la société syrienne. Nous n'arrivons pas à nous entendre nous-mêmes. Donc nous devons trouver des solutions d'entente. On ne peut pas laisser l'ingérence des autres pays décider de notre sort à nous en tant que Syriens. Donc nous avons une crise, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître nos torts aussi pour avancer. Parce qu'actuellement, nous avons tendance à dire « mais nous sommes des gens parfaits ». Nous avons un islam modéré, la preuve, nous avons des crimes d'honneur, nous avons la polygamie, nous avons une démographie qui explose, nous avons une économie, ils arrivent en Allemagne avec un homme marié avec 4 femmes et 45 enfants et la sécurité sociale. Non, je vous assure, c'est un cas. Vous permettez que je termine? Non, mais laissez... On assiste à des massacres, là, et nous parle de polygamie. mais sans rien, laissez l'avenir, vous aurez... Si on parle que de sentiments, si on ne parle que de sentiments... Moi aussi, je trouve que Lama exagère, prenons un tel exemple. C'est un cas qui a été cité par les journaux allemands. Je vous laisse la allemands. responsabilité. Non. Malheureusement, il y a une explosion démographique. Nous pouvons la constater dans les camps aujourd'hui. Ce cas-là, c'est une crise sociale aujourd'hui. Bien sûr que c'est la faute du régime. Tout ça, c'est la faute du régime. Même l'intégrisme, c'est la faute du régime. Tous les problèmes économiques de la Syrie sont la faute du régime. Donc, Assad doit partir. Évidemment qu'il doit partir. Ça, il n'y a pas de doute. Il doit partir. Seulement, comment il doit partir et par quels moyens? Et l'alternative, je pense que les Syriens sont tout à fait capables de produire une alternative aujourd'hui. Vous pensez que les Syriens pourraient se rencontrer autour d'une table et parler? C'est justement par là qu'il faut commencer. Mais il faut laisser les Syriens entre eux. Je vais vous laisser, Mohamed Amiri, dire ce que vous pensez de cet échange. Et après, nous allons parler... Je n'ai pas répondu sur la question des frères musulmans. Oui, allez-y. Je vais juste rajouter, excusez-moi, Mohamed. En fait, la question est que les frères musulmans syriens ont eu leur chance. Puisque c'est eux qui ont composé le Conseil national syrien à l'initiative des Qataris. Et ils ont, jusqu'à aujourd'hui... Eux, Istanbul, Erdogan les a soutenus. C'était les seuls opposants qui avaient été soutenus. Donc nous les avons vus à l'œuvre, nous avons vu leur comportement tribal dans leur façon d'agir, qui ressemble aux façons tribales de tous les régimes arabes dictatoriaux. Mais ils n'ont pas eu le pouvoir. Ils ont eu le pouvoir au sein de l'opposition. Donc malheureusement, ils ont mal agi. J'en fais partie de cette opposition et je considère qu'il y a eu des discriminations. Les laïcs n'ont pas eu de leur place, les minorités n'ont pas eu leur place au sein de l'opposition. C'est une erreur stratégique face au régime. Et c'est là où les frères musulmans
en Syrie aussi, ont eu leur chance. Non, on entend parler effectivement du peuple et la démocratie participative est quelque chose, est une idée qui est très louable, je l'avoue. Mais la sortie de crise, vous ne proposez pas en tout cas, mis à part le peuple, de solutions politiques qui me semblent cohérentes. Cela dit, on a un pays juste à côté qui est le Liban, où il y a eu une guerre qui a complètement ravagé le pays et où on a le même régime d'une certaine manière multiconfessionnel, où on a un président qui change régulièrement. Il y a peut-être de ce côté-là des idées à récolter, à recueillir, d'observer le voisin libanais et de voir comment est-ce que... Je ne suis pas d'accord du tout, non, c'est mais oui, confessionnel, mais je vais terminer. Ça l'est tout autant. Mais la Syrie a une histoire laïque. Oui, mais elle a une histoire laïque, mais elle l'est tout autant. Et je pense que de ce côté-là, il y a une inspiration à observer et voir de quelle manière... Non, mais moi je le pense. Même les Libanais permettez-moi de le penser. Donc, de voir comment est-ce que le Liban a pris une guerre qui a absolument tout détruit, les gens blagues, la reproduction n'est pas un exemple. Si vous voulez bien que je termine, a réussi en tout cas sa mutation et aujourd'hui est un pays qui est plutôt stable. Je ne suis pas d'accord du tout. Ce n'est pas un pays stable. Le Liban n'est pas un pays stable. Il n'arrive même pas à constituer un gouvernement, le Liban, aujourd'hui. Ce n'est pas un pays stable du tout. Il n'arrive même pas à ramasser les poubelles dans la rue. Si un pays stable, c'est un pays qui ramasse les poubelles dans la rue, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ni eau, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas d'école. Aujourd'hui, au Liban, vous tombez malade, vous n'avez pas d'argent, je ne parle pas d'un système social développé, etc. Je parle d'un pays déjà qui n'est pas en guerre et qui arrive à cohabiter avec toutes les confessions qui sont présentes. Pas du tout, c'est un pays confessionnel, communautariste. C'est une constitution confessionnelle. Confessionnelle. Vous le savez. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'en Syrie, demain, on doit aller vers une constitution confessionnelle? Je pense que si. Absolument pas, c'est le plus grand danger. Ça veut dire quoi? C'est anti-syrien, ça. C'est anti-syrien. C'est quoi? C'est de créer une constitution antidémocratique, confessionnelle pour diviser la Syrie, c'est ça pour vous la solution? On ne divise pas la Syrie, pour moi ça l'unit. En tant que Syrien, je ne peux accepter ça. Je ne sais pas. Oui, mais en tant qu'humaniste. J'ai du mal à comprendre. C'est inhumain. Ne parlez pas ensemble. J'ai du mal à comprendre. Pas dans ce genre de circonstances. J'ai du mal à comprendre le monsieur parce que il paraît que ça unit. J'ai du mal à mettre une constitution qui les divise et il paraît que ça les unisse. Parce qu'en France, faisons-le aussi. J'ai du mal à ça les divise pas. Ça leur donne une place. Ça les fait exister. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, je suis content de voir que deux Syriens sont d'accord. Qu'on puisse faire du comptage ethnique en France, de savoir combien il y a de musulmans, etc. Non, moi je suis d'accord avec cette idée et je la défends. Absolument pas. Excusez-moi, je me rends très compte. Je me rends très compte. Je pense que c'est l'idée inverse qui est dangereuse. Je vais vous demander progressiste en tout cas. Je vais vous demander quelque chose. Il ne reste plus beaucoup de temps, il nous reste environ 6 minutes. J'aimerais que nous parlions un peu de la situation des gens à Alep. Voilà. Alors, si je dis dramatique, c'est peu. Malheureusement, il y a des mots qui manquent pour décrire Alep. Avant qu'est-ce que j'appelle le massacre, c'était une ville prospère, plus de 2 millions d'habitants. Inutile de vous raconter, de vous dire l'histoire d'Alep. Comment vivent les gens aujourd'hui? Comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils se soignent? Alors, ils essayent d'échapper de la mort à une autre mort. Chez nous, on dit, les causes sont multiples, mais la mort est unique. La mort les a unifiés, malheureusement. Je ne peux pas vous décrire, monsieur, quand une mère, elle ne peut pas protéger son fils, quand un père ne peut pas protéger sa fille, quand une femme ne peut pas protéger son mari ou l'inverse. Ils errent à leur sort. Parfois, le sort est décidé du ciel. Parfois, il vient par missile. Parfois, il vient par un sniper qui les caché. Et tous ces alliés-là, qui vident un pays, une ville, pour les remplacer par d'autres habitants. Et on appelle ça une solution. D'autres habitants, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben oui, parce que il essaye Bachar al-Assad, pour être clair, il essaye de mettre la Syrie utile pour lui, c'est-à-dire au faubourg de Damas, ils ont essayé de amener des Irakiens, des Iraniens chiites pour protéger mieux et éloigner les sunnites entre... J'aime pas parler de ça. Je n'ai pas dit... Mais il y a une réalité. Il y a une réalité. Il y a
un changement démocratique sur une base ethnique pour protéger le régime syrien. Et ça, c'est les Iraniens qui mènent le jeu. C'est même pas Bachar al-Assad. Lui, il obéit aux ordres des mullahs iraniens et il applique. Et si Bachar al-Assad a donné 10%, ce qu'il a donné aux Russes et aux Iraniens, il a donné 10% seulement au peuple syrien, il n'y aurait pas eu tous ces massacres. Lama Al-Tassi et la Ligue arabe dans tout ça, et la communauté internationale. Moi, la Ligue arabe, je pense qu'il n'y a pas de Ligue C'est un arabe. machin. C'est un machin qui ne sert à rien. Ça sert à rien. Comme l'ONU. Voilà. Non, l'ONU, j'y crois un peu plus. C'est vrai qu'elle est très faible, l'ONU, mais c'est quand même, il y a la charte des droits de l'homme, il y a quand même... moi, je pense que l'ONU pourrait jouer un rôle pour être un émissaire de paix et pour favoriser le dialogue. Je pense que nous n'avons pas d'autre solution que le dialogue entre Syriens et que maintenant, avec autant de sang, il faudrait qu'on revienne à notre syrienneté, si je peux me permettre, au-delà de toutes les autres... sur le terrain pour unifier les Syriens? Alors, actuellement, non, objectif. Malheureusement, Mais y a non. rien. Pourquoi? Mais les Syriens sont mûrs pour ça. De l'intérieur et de l'extérieur, d'après les contacts que nous avons pu avoir avec les opposants syriens de toutes parts, hein, ils sont prêts. Et même certains, je pense, hein, que le régime est très faible aujourd'hui, malgré tout ce qu'on raconte. La preuve, ils ramènent des Iraniens, des Irakiens, des gens de l'extérieur pour les défendre. Aujourd'hui, assez de sang, je pense qu'on en a assez. Et je pense que le peuple est mûr, mais la communauté internationale n'est pas mûre. Tant que Trump n'a pas encore accédé au pouvoir, tant que les élections n'ont pas eu lieu en France, la communauté internationale nous refuse malheureusement le droit de nous asseoir autour d'une même table et de négocier enfin. Mohamed Amiri, dernier mot avant de Moi, je donner pense le que mot de la fin au fils d'Alep. le dernier mot, j'aimerais le consacrer à toutes les victimes, à Alep, à travers toute la Syrie, et puis à travers le monde entier. Je pense notamment, et j'ai une pensée également pour les Yéménites qui souffrent au quotidien et qui n'ont malheureusement pas de focus, en tout cas, Oui. sur leur désarroi et sur leur désespoir. Voilà, donc c'est surtout exprimer... Les Libyens aussi. Un soutien, effectivement, un soutien et puis une vraie solidarité pour ces peuples-là. Le mot de la fin vous Le revient. mot de la fin est adressé à la communauté internationale que je ne crois plus en tant qu'être humain. Car si on a aidé les Syriens quand ils étaient 6 mois, 7 mois, ils étaient tout à fait pacifiques. Des manifestations magnifiques, avec des branches d'olivier, avec des fleurs. Ils descendaient dans les rues pendant 7-8 mois. Ils recevaient des balles réelles. Personne ne bougeait. Personne ne voulait aider Bachar al-Assad, le peuple syrien et demander à Bachar al-Assad, maintenant, basta. Ta famille a duré assez. C'est une famille qui gouverne depuis 1970. Maintenant, c'est fini. C'est pas possible. Une famille, 23 millions d'habitants, il n'y a qu'une seule famille qui gouverne. C'est pas possible. Donc, on n'a pas eu cette... Nous ne voulons pas d'intervention militaire. On ne veut pas que les autres viennent combattre à notre place. Mais on ne voudrait pas de lier l'armée libre syrienne, les mains liées derrière. Elle ne peut pas avoir le droit de l'autodéfense. Et toutes les armadas arrivent par ciel, par bateau, au régime de Bachar al-Assad. Les Iraniens, 69 pays qui aident Bachar al-Assad. 39 milices qui aident Bachar al-Assad. La deuxième puissance militaire qui aide Bachar al-Assad. Et Bachar al-Assad, il a une responsabilité morale et historique. Il a créé des Syriens. C'est des Syriens qui pleurent leur mort et d'autres Syriens à quelques mètres qui dansent et fêtent la victoire. Et ça, c'est la faute historique d'un type qui prétend être président de la République. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Cette émission est maintenant terminée. J'aimerais, avant de vous quitter, demander tout particulièrement à nos téléspectateurs qui vivent en France, tous ceux-là qui, un certain jour, ont dit « nous sommes Charlie, nous sommes X, nous sommes Y », de dire aujourd'hui « nous sommes Alep ». Alep est sous les bombes. Nous sommes la Syrie. Nous sommes Alep. Voilà. Et j'aimerais aussi vous dire une chose. C'est un vœu personnel. Hein, je me permets moi aussi de parler. Je vous hein. rejoins dans ma voix. J'aimerais que tous ceux qui sont du Hezbollah, ou qui sont des djihadistes, ou qui sont des Russes, ou qui sont de n'importe quelle autre
partent et laissent ce pays tranquille et qu'ils laissent les enfants Absolument. de la Syrie régler leurs problèmes entre eux. Absolument. Et qu'on enlève les armes. Voilà. Et qu'on désarme tout le monde. Et qu'il n'y ait plus d'armes. Et qu'il n'y ait plus de la d'armes. parole. Et qu'on arrête de livrer des armes en Syrie. Et que qu'on arrête de les livrer. usines d'armes s'arrêtent dans le monde. La seule armes. personne qui reçoit des armes, des tout le monde destructions ne reçoit- massives, que personne c'est ne le reçoit régime. des armes. Malheureusement, il n'y a pas, l'opposition n'a même pas Les d'armes pour se Syriens défendre. jettent les armes de tout Merci bord. beaucoup. En tout cas, moi, je vais me faire lyncher parce que j'ai largement dépassé le temps de l'émission. Merci beaucoup. Mais la Syrie le Merci valait beaucoup. bien. Absolument, je vous remercie infiniment. Merci à vous trois. Merci. Merci à notre invité de Tunisie, Reda Kaderli. À vous revoir. Merci, chers amis, de nous avoir prêté votre aimable attention. Qawala khair, bislama.